Bonjour à tous, alors bienvenue sur l'émission Canal Delta 7. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir parmi nous Joseph Chovanec. Donc bonjour Joseph. Bonjour à tout le monde, ravi d'être des vôtres, ravi de partager ce moment d'inclusion avec vous. Très bien, alors ça sera l'émission qui est dédiée donc aux entreprises inclusives. Et dans cette émission que j'aurai le plaisir d'animer, eh bien, on va parler, alors dans un premier temps, d'autisme. Autisme et emploi, autisme, entreprise. Joseph, on ne te présente plus, conférencier, écrivain et surtout mangeur de chocolat. Surtout mangeur de chocolat et fervent défenseur de la cause des autistes en France. Et pas que d'ailleurs en France, dans d'autres pays aussi. Joseph, la première question que j'aimerais te poser est la suivante. Qu'est-ce que l'autisme? Parce que l'autisme aujourd'hui fait peur. Beaucoup de gens en fait ne savent pas et émettent des représentations qui ne sont pas toujours la réalité. Comment tu définirais qu'est-ce qu'est l'autisme? Oui, en effet, l'autisme fait peur, hein, mais simplement cette peur est due à des préjugés. Hein, c'est la méconnaissance de l'autisme qui engendre cette situation-là. Hein. L'autisme, c'est une façon d'être, hein, c'est une façon d'être humain. Parmi toute la palette des possibles qu'il y a des Japonais, il y a des Chinois, eh bien, il y a des autistes aussi. Hein. Il n'y a pas à en avoir peur. Hein. On reste autiste toute sa vie. L'autisme n'est pas une maladie, ce n'est ni Covid, ni autre qu'on aurait un jour et perdrait l'autre jour. Hein. L'autisme fait partie de votre identité et avec cela, vous pouvez avoir un beau cheminement dans la vie. C'est peut-être ça ce point qui est le plus important. Au-delà de toutes les caractérisations médicales, le plus important, c'est de savoir que quel que soit le profil, quel que soit le point de départ, la personne peut avoir une chouette existence et peut faire beaucoup de choses. Et ça, vraiment, c'est le cœur du message. Très bien. Et donc, de l'autisme, on parle de loin, hein, vu avant comme une psychose, aujourd'hui comme un handicap, et peut-être demain, j'espère de plus en plus, comme une façon d'être au monde. On dit souvent qu'il faut, certains prônent le fait de devoir guérir de l'autisme. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Alors, non, on ne guérit pas de l'autisme, j'allais dire heureusement, hein, nous sommes d'accord. Hein. L'autisme n'étant pas une maladie, il n'y a pas de médicament possible et c'est très bien comme cela. Hein. Donc, l'autisme faisant partie de ces possibilités humaines, autant construire avec l'autisme, avec les personnes autistes, plutôt que de vouloir à tout prix les guérir ou les normaliser, ce qui est d'ailleurs une ânerie absolue, hein, puisqu'on n'a jamais réussi à le faire, et heureusement. Très bien, très bien. Et alors j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus de l'autisme. D'ailleurs, il y a eu le film de Samuel, voilà, bon, c'est des choses qui sortent. Pour autant, l'autisme a existé depuis longtemps. Oui, alors on parle de plus en plus de l'autisme. Ceci étant, on ne parle pas toujours de la façon qu'il faudrait, au sens où on ne montre pas toujours la réalité du vécu. Hein. L'approche est généralement soit misérabiliste, hein, au sens de regarder l'héroïsme des parents ou de tels professionnels face à ce monstre, ou au contraire une vision petit génie, voyez, il calcule les nombres galactiques. Ni l'une ni l'autre des visions ne correspondent au vécu précis. Pour revenir à votre question, en effet, l'autisme a toujours existé. Si vous prenez les histoires, que sais-je, du Moyen-Âge ou autres, on voit bien que de nos jours, beaucoup de personnes auraient été décrites comme autistes. Ou même, par exemple, pendant la préhistoire. Vous vous êtes déjà posé la question de qui a fait les magnifiques peintures dans les grottes. Et pour peindre dans une grotte, il faut avoir une très bonne visualisation du bison, parce que vous ne pouvez pas faire entrer le bison dans la grotte étroite. Quoi. Vous devez aussi préférer vivre dans une grotte sombre plutôt que dehors à chasser, que sais-je, les mammouths ou autre. Donc là, on s'oriente très clairement vers un profil autistique. Et il y a eu des études passionnantes sur le sujet. En tout
cas, je suis convaincu que l'autisme a toujours existé, de même qu'il existe dans tous les peuples de la Terre, hein. J'ai pu beaucoup fréquenter, que sais-je, des personnes autistes en Afrique profonde, dans l'Océanie, etc., hein. Donc l'autisme existe. Il n'est pas toujours labellisé comme tel, hein, on est d'accord, mais il existe partout et chaque société a plus ou moins bien su prendre en compte cette spécificité et profiter de ce que ces personnes peuvent apporter. Très bien. Et effectivement, pour rebondir, alors il y a un spectre, hein, on parle de troubles du spectre autistique. Et quelle lecture on pourrait avoir de ce spectre? Tantôt on oscille vers le petit génie, tantôt on oscille vers celui qui ne sait pas parler, mais finalement, est-ce que c'est la bonne lecture de ce spectre ou est-ce qu'il faudrait revoir les choses un petit peu différemment? Beaucoup de gens, merci, c'est une question fabuleuse. Beaucoup de gens croient qu'il y aurait entre guillemets des degrés d'autisme, hein, et celui qui aurait un haut degré d'autisme serait totalement ingérable à mettre dans une boîte fermée au fin fond d'un département rural, et celui qui aurait très très peu de degrés d'autisme, lui, on pourrait l'accepter en entreprise. En fait, c'est totalement faux. C'est même l'exact inverse, hein. Le fonctionnement autistique, il est bien caractérisé commun, hein. Ensuite, les parcours de vie divergent, hein, évidemment, comme pour chaque être humain. Les tempéraments divergent aussi, hein. Il y a des gens autistes plus chaleureux, il y en a qui sont franchement chiants, hein, si j'ose dire. Voilà, c'est une vérité, hein. Et ensuite, la vraie question, c'est quelles ressources donnera-t-on à la famille quand l'enfant est petit ou à la personne quand elle devient plus grande pour précisément pouvoir développer les compétences. Vous savez, vous pouvez avoir un profil extrêmement, on va dire, médicalement jugé difficile et avoir des compétences extraordinaires. Vous savez, il y a des prix Nobel qui sont très, très gravement en difficulté pour communiquer, pour avoir un petit dialogue du quotidien, hein. Je n'en nommerai pas, mais j'en ai connu quelques-uns, quoi. Vous voyez, il y a des gens qui, si vous les montriez en photo, les gens se mettraient à pousser des cris. Lui, il faut le mettre au foyer d'accueil médicalisé à double tour, quelque part au fin fond de la campagne. Mais cette même personne peut avoir des compétences extraordinaires. Vous voyez, tout l'intérêt, toute la richesse de l'autisme, c'est que la personne peut avoir un profil riche, avec des compétences dans un domaine, des points à travailler dans d'autres domaines. Et lorsqu'on donne un cadre correct à la personne, eh bien, au bout d'un an ou deux, on ne la reconnaît plus, tellement elle a pu changer, pu progresser. Voyez, donc le spectre de l'autisme, c'est un terme tout à fait important, mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un spectre figé, mais il s'agit plutôt d'un spectre au sens de la palette des possibles. Et à nous de rajouter des couleurs sur la palette, quoi. Très bien, ça nous éclaire. Ça nous éclaire. Et effectivement, donc, ce spectre, il est large. Et on évoquait donc les fonctionnements autistiques. Oui. Alors, dans ces fonctionnements autistiques, on parle souvent de cette sphère sensorielle qui est un petit peu affectée, impactée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Sur quel Oui. aspect il faut faire attention? Oui, la plupart des gens autistes ont des particularités sensorielles, hein. Ça, c'est vraiment un trait assez frappant, hein. Par exemple, sur le plan sensoriel, au travail, puisque tel est notre sujet, il faudra veiller à ce que la personne ne soit pas exposée à cette, vous voyez, ambiance hall de gare avec tous les bruits qu'il y a, les passages qu'il y a. La productivité de la personne risquerait de s'effondrer. Si j'ose le dire, hein, merci Covid, le télétravail se développe, cela peut être intéressant pour certaines personnes autistes, hein. Ensuite, le deuxième aspect peut-être plus critique encore, c'est au niveau des repas. Ça, c'est vrai, surtout pour les enfants, mais aussi pour beaucoup d'adultes, hein. Les particularités gustatives, alimentaires des gens autistes peuvent rendre extrêmement difficile l'idée d'un repas ou d'un dîner entre collègues, hein. Vous voyez, ça, la culture de l'entreprise, pour être véritablement inclusive, doit le prendre en compte, hein. Alors, sur le plan, on va dire, de la relation familiale, alors, les parents d'enfants autistes remarquent généralement les problèmes
tactile de leurs enfants. Et certains vêtements sont impossibles à faire porter à leurs enfants, etc. Alors ce sujet-là est un petit peu moins présent par rapport à la question professionnelle, mais on peut le garder dans un coin de notre tête. En tout cas, si l'on propose un cadre sensoriel correct, la personne autiste aura beaucoup plus d'énergie restante, par exemple pour faire son travail, où la personne pourra devenir beaucoup plus performante. Et ne pas oublier qu'il y a toutes sortes d'astuces, de trucs pour résoudre cette problématique-là et pour permettre à la personne de faire partie véritablement de l'équipe, de la société, au double sens société-entreprise, mais aussi société-collectivité humaine. Et c'est là, parfois, quand on rencontre les autistes au travail, que l'on découvre tout ce qui est possible en termes d'aménagement et de vie en commun. Donc si je comprends bien, alors l'entreprise, si elle souhaite accueillir et intégrer une personne autiste, eh bien, doit faire preuve d'une certaine manière d'empathie pour se mettre à la place de la personne et comprendre là où, dans sa sphère sensorielle qui peut être perturbée, elle va avoir des hyposensibilités ou des hypersensibilités et adapter le cadre de travail, comme on fait d'ailleurs pour tout à chacun quand on accueille un nouveau salarié. Exactement. Le cadre de travail, mais aussi les transports, le cas échéant, c'est un peu un grand oublié, où les horaires de travail permettent de décaler les horaires de travail. Ce peut être un outil simple, mais génial, parce que, par exemple, les gens autistes, en général, ça ne les dérange pas de rentrer à 23 heures. Voyez. Et à 23 heures, eh bien, le cadre des transports est beaucoup plus calme. Donc, c'est juste un exemple à travailler selon le cas particulier de chacun, naturellement. Et finalement, ça relève aussi la question de se dire il faut pouvoir prendre la personne dans sa globalité et pas simplement en tant que salarié qui travaille dans un collectif à un instant T, mais qui a aussi tout un environnement. Et si on ne prend pas en compte ces environnements, peut-être d'ailleurs il y a des exemples ou des choses... Évidemment, mais je veux dire, les entreprises à l'échelle internationale qui ont réussi à être vraiment autism friendly, ce sont des entreprises qui ont pensé la personne de façon globale. Traditionnellement, en France, le patron ne s'occupe de son employé que pendant les heures, mettons, de bureau ou de présence. Et ensuite que l'employé habite à Pétauche-Noc-la-Forêt, qu'il vienne à vélo, à trottinette ou autre, le patron n'en a cure. Enfin, et dans le cas de l'autisme, ce n'est pas la bonne approche. C'est un suivi, un investissement qui n'est pas si lourd, en tout cas qui n'est pas cher, mais qu'il faut faire. Sinon, ça ne se passera pas bien, et notamment pendant les premiers temps de présence de la personne. Très bien. Et oui, donc c'est tout un cheminement à avoir. Oui. Et on parlait également des compétences atypiques. Et pour rentrer dans les préjugés, cette fameuse bulle autistique, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que cela fait référence au fait que l'environnement est tellement parfois perturbant pour la personne autiste que se retirer un tout petit peu et être dans son domaine d'intérêt spécifique, finalement, est une source où elle va se réénergiser? J'entends des fois l'expression réoxygéner mon cerveau. Oui. C'est une manière de présenter les choses. Comment vous direz? Mais chaque être humain, autiste ou pas, a des centres d'intérêt. Simplement, les personnes non autistes, en général, ont des centres d'intérêt tels que plutôt la socialisation, ou ça peut être, par exemple, un centre d'intérêt, je veux faire carrière. Loin de moi de juger ces choix de vie. Simplement, il faut accepter que la personne autiste fasse d'autres choix de vie et puisse avoir, par exemple, d'autres centres d'intérêt. Les personnes non autistes s'épanouissent, mettons, en socialisant. Très bien. La personne autiste pourra s'épanouir non pas en socialisant, mais en complétant, que sais-je, sa collection de bouteilles d'eau ou en plantant 250 000 cactus. Enfin, chaque personne peut avoir un atout. Et ensuite, si vous êtes le patron d'une plantation de cactus, alors là, c'est l'employé qu'il ne faut pas rater. Tout à fait. Et justement, pour rentrer et bien comprendre ce qu'est l'autisme, on peut s'apercevoir que, certes, il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes, mais il y a des traits spécifiques qui sont un petit peu convergents vers chaque personne. Et beaucoup d'histoires communes. Oui. Quand des familles avec des enfants autistes ou quand des adultes autistes se rencontrent, souvent il y a des histoires assez similaires que l'un et l'autre ont vécues. Oui.
Et au travail notamment, Oui. il y a un petit peu ces savoir-être qui sont assez communes et Mm. partagées, comme la ponctualité, Voilà. la persévérance, Voilà, l'attention aux donc détails. Qu'est-ce qu'on peut... pour être très franc et très Oui, concret et donner envie de prendre des autistes, bah déjà, si vous embauchez des autistes, quel sera le taux de grève des autistes à votre avis, hein? Il sera évidemment de 0, hein. L'absentéisme des autistes sera de 0, ou alors s'ils sont absents, c'est qu'ils sont morts, hein. Voilà. La fiabilité des autistes n'est plus à démontrer, un peu comme il y avait le Made in Germany à une époque, on peut imaginer un Made in Autistan ou quelque chose à développer comme j'imagine. label, hein. Vous voyez. Et au-delà de toute considération, on va dire, de bienveillance ou d'humanisme, hein, qui sont respectables évidemment, sur le plan purement économique, hein, il faudrait être fou pour ne pas prendre des autistes. Vous voyez, c'est clair et net sur le plan statistique. Et quelle que soit, je veux dire, la sphère professionnelle envisagée, à quelques rares exceptions près, hein. Je ne pense pas, par exemple, que mes amis aveugles puissent être chauffeurs poids lourds, hein. Il y a quelques petits métiers où l'autisme n'est peut-être pas le profil le plus idéal, hein, mais ils sont très peu nombreux, hein. Hmm. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, alors on parle beaucoup d'enfants, on parle beaucoup des diagnostics, Mm. etc. Mais quid arrivé à l'âge adulte? L'autisme ne s'évapore pas. Oui, voilà. L'enfant autiste Oui, grandit, il oui, souhaitera un jour oui, s'insérer dans oui, le milieu oui. professionnel. Et pour autant, les chiffres que l'on a indiquent que 90% des adultes Mm. autistes sont au chômage. Oui, Ce qui est énorme comparé à la norme, on va dire, des mm. personnes en situation de handicap. Tout à fait. Et comment ça se fait? Pourquoi aujourd'hui on en est là? Ah, ben, je pense qu'il y a une raison simple et puis des raisons plus compliquées. Mais la raison la plus simple, c'est que les autres handicaps que vous venez d'évoquer, eh bien, depuis des décennies, sinon un siècle, voire plus, hein, pour certains handicaps, il y a des associations qui poussent, qui poussent, qui poussent. Vous voyez, le monde des associations de personnes malvoyantes ou aveugles, c'est un monde extrêmement bien structuré, hein, depuis longtemps déjà, hein. Le monde de l'autisme est beaucoup plus récent. Les associations qui existent, qui sont souvent de petites associations parentales, ce sont des associations fragiles qui sont ciblées, ou pardon, qui ciblent certaines problématiques telles que la scolarisation. C'est absolument respectable et nécessaire, hein, je suis d'accord. Simplement, malheureusement, la question du devenir professionnel, elle est restée en suspens, hein, ces dernières années, hein, parce que l'autisme est un handicap assez récent dans sa prise en compte, hein, vous voyez. Et donc, à nous de créer cette culture professionnelle de l'autisme. Hein, certains ont lancé le terme de économie bleue, hein, comme il y a une économie verte, qui, vous connaissez l'économie un peu nature, hein. Donc il y aurait une économie bleue, bleu autisme évidemment, hein, pourquoi pas, hein, quel que soit le terme choisi, autant peut-être créer dès maintenant ces opportunités qui n'existaient pas il y a quelques années et ce qui pourront donner une place à des profils qui pendant longtemps ont été mis à l'écart ou négligés. Et pour arriver à cette économie bleue, au autisme friendly, ces entreprises voilà, qui accueilleraient des profils, quels conseils on pourrait leur donner? Regarde, Ce à quoi il faudrait vraiment apporter le point d'attention? il y a quelques années, quand la Chine était économie émergente, hein, la grande mode dans toutes les entreprises américaines, c'était de se familiariser avec la culture chinoise, hein, d'apprendre 2, 3 mots de mandarin, quelques grands principes. Les professeurs de chinois, d'ailleurs, ont fait fortune, hein, il y a une vingtaine d'années, hein. Simplement, cette connaissance culturelle-là, en matière d'autisme, elle n'existe pas. Le manager d'une entreprise ou d'une administration en moyenne n'a jamais rencontré d'adultes autistes en vrai. Et les quelques clichés type Rain Man, ça ne correspond en rien à la réalité, hein. Donc, première étape, c'est créer une culture de l'autisme. Savoir, comme on dirait en québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver. Voyez-vous, hein. Et ça, c'est une première étape indispensable, hein. Ensuite,
chaque processus de mise en inclusion d'une entreprise commence par une première embauche. Ça, cette première embauche, il faut la soigner. Voyez, il ne faut pas que l'entreprise se lance totalement seule parce que le risque de couac est trop important. Mais avec un système d'aide, un système d'information correct, une fois que la première embauche sera faite, ensuite c'est toujours la même histoire, le téléphone qui sonne, est-ce que vous en avez d'autres? Voilà. Donc c'est là qu'on voit que l'entreprise a pris le tournant un peu de l'autisme, de la société inclusive. Et encore une fois, l'autisme, comme d'autres particularités, fait d'autant plus peur qu'on ne connaît pas. Autant y remédier dès à présent. C'est vrai. Et je rebondirai d'ailleurs là-dessus. Fait d'autant plus peur, peut-être, et qu'il est invisible. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles travaillent d'ores et déjà avec des personnes autistes sans pour autant le savoir. Tout à fait. Et aujourd'hui, eh bien, elles se découvrent, ou ils se découvrent au fur et à mesure. Oui, absolument. Et il y en a beaucoup. Alors, dans certains services, notamment, il y a une forte proportion de gens autistes non diagnostiqués en général. C'est peut-être aussi l'occasion, parlons concrètement, parlons sous, de voir quelles sont déjà les personnes handicapées présentes dans votre entreprise et pour que la GFIP et notamment tous ces organismes liés au handicap puissent prendre en compte la diversité qui existe peut-être déjà chez vous. Et quitte à la mettre davantage en lumière et mieux en valeur. Et ce qui est tout à fait intéressant lorsqu'on organise des événements autour de l'autisme, c'est qu'à la fin, ou même parfois pendant la séance, on découvre que tel ou tel collègue que l'on fréquentait depuis, que sais-je, 10 ans, 20 ans, a lui aussi peut-être des enfants autistes, ou que peut-être quelqu'un dans sa famille l'est. Et donc plus on parle de ces choses-là, plus on découvre ce nouveau continent. Vous voyez ce moment Christophe Colomb, terre, terre. Tout à fait. Et dans cette découverte, on voit aussi eh bien, des femmes autistes. Parce qu'on parle souvent de l'autisme masculin, mais qu'en est-il de l'autisme au féminin? Est-ce que les proportions telles qu'on les voit aujourd'hui sont réelles, ou est-ce que c'est qu'au final, les critères diagnostiques sont beaucoup plus favorables pour repérer les hommes autistes que les femmes autistes? Regardez, en matière d'autisme, il y a toujours des querelles entre statisticiens pour savoir si c'est ceci, virgule cela, ou virgule 0,01 plus ou moins. Peu importe, ce n'est pas forcément le propos. Ce qui, à titre personnel, me frappe beaucoup, c'est que c'est une observation très privée. Quand vous regardez un certain nombre de femmes qui travaillent dans des métiers, on va dire, de programmation, de maths, etc., il y a beaucoup de femmes autistes. Ou les femmes pilotes, par exemple, il y a pas mal de femmes autistes. Je suis donc fils d'une mathématicienne, on peut le dire publiquement. Ma mère n'a jamais eu de diagnostic d'autisme, ça ne se faisait pas. Mais quand on était dans les années 1960 étudiante en ingénieur BTP, c'était rare, on va le dire comme ça. Et donc évidemment aussi c'est un peu tout ce repérage des profils que l'on connaissait comme la seule femme parmi les 200 informaticiens. Peut-être que cette personne-là, en plus d'être femme, elle a encore quelque chose à découvrir. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va avoir différentes émissions qui vont se poursuivre. Et peut-être pour ouvrir un petit peu sur le sujet, la première brique qui est le recrutement. Quels conseils on pourrait donner? Comment il faudrait revoir peut-être le recrutement des personnes autistes? Parce que qui dit profil atypique, dit procédure atypique qui doivent être mis en face. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait envisager à ce niveau-là? Il faut tout chambouler. Soyons au clair. Des entreprises, je pense à Microsoft, ont analysé la procédure d'embauche habituelle.
même en étant très bienveillant, hein, vous éliminez peut-être 9 talents sur 10, hein, c'est-à-dire 9 talents correspondant vraiment, hein, au poste, hein, pas des paroles en l'air, hein. Donc la procédure telle qu'elle se met en place, et notamment ces dernières décennies, est de plus en plus sclérosée, hein. Ce n'est pas optimal. Et même indépendamment des questions d'autisme, hein, ce n'est pas une bonne chose pour une entreprise de s'obstiner, hein, sur les procédures actuelles, hein, qui ne mènent pas réellement à un choix des personnes ayant le profil requis, hein. Et peut-être que l'on peut esquisser des pistes de réflexion. Peut-être une première piste pourrait être les épreuves, non pas en regardant le CV, en voyant tel diplôme de telle grande école et pas de l'autre, hein, mais en mettant la personne en épreuve pratique. Beaucoup de métiers le permettent. C'est ce qu'on fait en Amérique. Vous voyez, en Amérique, on ne regarde pas les CV, ou peu, hein, c'est pas intéressant, hein, voilà, ou les diplômes, hein. Donc ça, c'est une première piste. Une deuxième piste pourrait être une démarche proactive. Il y a toutes sortes de lieux où vous pouvez rencontrer des autistes. Ben, quand vous êtes recruteur, allez-y, quoi. Soyez ambassadeur de votre entreprise, quoi. Et là, vous pourrez croiser des personnes et je vous garantis, le soir, vous rentrerez bouche bée. Vous ne saurez pas trouver le sommeil avant une heure avancée, quoi, de la nuit. Et, il y a ces rencontres qui peuvent chambouler vos certitudes, hein. Donc, une démarche proactive peut être tout à fait indiquée, hein. Et puis, tout simplement, il faut être fou, hein, voyez. Il y a parfois des recrutements que l'on n'imaginait absolument pas, qui s'avèrent être les plus fascinants possibles, hein. Évidemment, vu que j'adore les histoires criminelles, hein, il y a le cas de Vidocq qui me revient à l'esprit. Vous voyez, Vidocq, cet ancien bandit tôlard, hein, donc du bagne de Toulon, qui était devenu chef de la sûreté, que Napoléon avait nommé chef de la sûreté. C'était inouï, quoi, inouï, hein. Mais justement, Napoléon avait eu ce flair-là. Et c'est lui, donc Vidocq, qui a su ramener la sûreté, mettons, à Paris, ou même plus largement encore. Et donc, il faut avoir ce brin de folie dont Oscar Wilde disait que les folies sont les seules choses que l'on ne regrette pas. Eh ben c'est très beau, c'est très beau. Eh ben on peut que encourager, j'ai envie de dire, la société, les entreprises d'aujourd'hui, de demain, eh bien de marcher sur cette voie-là, qui est la voie de l'inclusion, de l'ouverture à la différence, et finalement de reconsidérer ce qu'on peut appeler aujourd'hui le handicap, hein, comme une richesse, certes, mais vraiment une complémentarité par rapport aux différents profils. Ou comme un investissement, voilà, soyons provocateurs. Comme un investissement pour le futur et commençons, j'ai envie de dire, le plus tôt possible. Et ça sera l'occasion de voir à travers les différentes émissions concrètement comment certaines personnes ont réussi à intégrer des personnes autistes au sein de leur collectif et les moyens qu'ils ont mis en place, les aides qu'ils ont reçues et quel regard finalement cette intégration a permis de faire évoluer au sein du collectif et plus globalement au sein de la société. Peut-être, alors moi j'ai une anecdote que j'aime particulièrement et je vais la partager là ce matin. Donc, c'était une personne qui travaille dans une entreprise de sécurité et qui était aux abois parce que son système de sécurité était en panne. Il avait une équipe de 20 ingénieurs informaticiens donc, qui travaillaient et ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Et il se trouve qu'un soir, lors d'une soirée networking, eh bien, ce patron se rend dans une conférence et il rencontre quelqu'un qui lui dit « Écoute, le problème que tu as, moi je peux te trouver une personne qui va te le solutionner. » Il était tellement aux abois, il lui a dit « Donne-moi qui tu veux, je prends qui tu veux, mais trouve-moi la solution. » Parce que là, ça devient très critique. Il lui dit « Mon gars est un peu space, mais il va trouver la solution. » Il dit « Lundi matin, je le veux dans mon bureau pour trouver. » Il l'accueille. Donc c'était un homme très, très space d'un point de vue vestimentaire, d'un point de vue démarche, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, le stéréotype très particulier. Il est allé regarder le parc informatique et il a dit tel que c'est construit, en une journée, tel que c'est construit, ça ne fonctionnera pas. Réaction du dirigeant, de dire toi, est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, je peux. Contrat CDD de 2 mois qui a été donné.
La personne travaille jour et nuit, un autiste bien sûr, jour et nuit, tout le temps, et au bout de 3 semaines, il revient et il dit « ça y est, le problème est résolu ». Réaction, bon bah merci, maintenant tu peux t'en aller. Malheureusement, ça s'est arrêté là. Donc il ne l'a pas recruté. Mais moi j'espère que demain, voilà, des personnes comme ça vont pouvoir intégrer et qu'on arrivera à passer outre l'aspect extérieur qui peut être gênante, qui peut être dérangeante, qui peut finalement nous heurter dans nos représentations qu'on a de ce qu'on peut appeler la normalité, pour finalement voir le précieux trésor qu'il y a à l'intérieur de chaque personne et la compétence complémentaire, atypique certes, mais voilà qui permet de faire avancer les collectifs. Et j'ai envie de dire, voilà, on voit encore à travers cette anecdote l'honnêteté finalement qui caractérise aussi tellement les personnes autistes, de dire c'est fait, c'est prêt au bout de 3 semaines, là où il aurait pu dire c'est en cours et il faut encore quelques ajustements et à l'issue du CDD, voilà, j'appuierai sur le bon bouton. Eh ben non, ça a été l'honnêteté avant tout. Mais dites-moi, l'honnêteté précisément, n'est-ce pas l'une de ces vertus dont nous aurons de plus en plus besoin ? Une société justement qui mettrait en valeur des personnes autistes pourrait bénéficier de leurs compétences humaines avant tout. La première compétence des gens autistes, ce n'est pas de réparer des ordinateurs. Hein. La première compétence des gens autistes, c'est l'honnêteté. Hein. Ce sont ces qualités-là qui peuvent faire fonctionner de façon correcte une entreprise, une société. C'est d'ailleurs pour cela que Greta a le rôle qu'elle a. Hein, voyez, pourtant elle est très jeune, hein, pourtant elle a eu un passé très difficile avec beaucoup de problématiques, y compris sensorielles, hein, on en parlait. Hein, mais justement, ces qualités humaines ont fait eh bien, qu'elle a pu avoir ce rôle absolument majeur à l'échelle planétaire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, qualité humaine et société inclusive, entreprise inclusive, eh bien, j'ai envie de dire, ça va être le mot de la fin. Quelque chose à rajouter, petit mot personnel sur le sujet? À titre personnel, hein, je reviens toujours à cette phrase que j'aime beaucoup, hein, qui est un extrait de la Constitution suisse. Hein, c'est que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Très bien. Merci Joseph. Merci à tous. Personnes très carrées sur la qualité de leur travail. Et l'objectif, c'est de faire changer l'ensemble du collectif. Ben en fait, au début, on avait l'impression qu'il était robotisé, en fait. Et c'est assez phénoménal. On ne savait pas hein, qu'en mettant un autiste à la communication, on allait créer autant de réactions et de casser les préjugés. Sont heureux de travailler avec des salariés autistes parce qu'ils redécouvrent une humanité et un humanisme. C'est une équipe qui travaille et qui réussit à innover notamment. Les collègues arrivent à me rassurer. Avec des supports visuels, je m'adapte bien. Ce qui est difficile dans ce travail, c'est de savoir ce dont j'ai besoin et d'aller demander de l'aide quand j'ai besoin d'aide. Et tout le challenge, quand on travaille avec des humains, c'est d'arriver à les faire travailler ensemble. Le coaching m'a permis de mieux connaître mon autisme et de trouver ce travail que j'apprécie car j'aime le contact avec les clients. Une inclusion réussie d'un salarié autiste, c'est que tout le monde y trouve de l'intérêt et trouve son équilibre. Je ne vais pas forcément dire un employé modèle, mais quand même, on n'en est pas loin. Dès qu'on a compris effectivement comment fonctionne l'autisme, quand on a trouvé nos clés de communication, tout fonctionne en fait. Ça reste quand même humainement une aventure exceptionnelle. Savoir donner sa place à la biodiversité humaine, c'est se construire un avenir. On n'est pas tous des génies, non, ça c'est pareil, on est à l'image de l'humanité.